Yeux de Mike Pérez. Bonjour Mike, on parle de quoi aujourd'hui? On parle des vacances à l'étranger, on est en plein dedans, là, on est au cœur de l'été et je vais te donner 2-3 bons conseils pour ne pas te faire plumer avec le change. La chronique des Mike. On parle des vacances, on parle du change et on va peut-être vous éviter de vous faire plumer. Déjà, si tu vas à l'étranger, la bonne nouvelle, c'est que le franc, il est fort. C'est pas très bon pour les exportations et pour l'industrie, par exemple. Mais c'est bon pour nous. Mais pour nous, quand on part en vacances, c'est des super bonnes nouvelles. Donc, il faut profiter effectivement de cette situation. Le conseil qu'on donne en règle générale, c'est quand tu as besoin de cash sur place, parce que tu vas pas toujours forcément tout payer avec ta carte de crédit, c'est d'avoir un peu de cash, de le changer, d'en changer un peu déjà à l'avance, hein, même si tu pars dans un mois ou dans 2 mois, c'est de te dire ok, je prends déjà quelques euros, ou l'autre monnaie où tu vas, et puis le complément, à la limite, tu le fais au dernier moment. Des fois qu'il y a une fluctuation du taux, alors ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais sens, mais comme ça, disons, tu garantis un tout petit peu d'avoir, surtout en ces temps où le franc est vraiment intéressant, d'avoir un bon taux de change. Demande des coupures plutôt petites quand tu vas faire ton taux de change, ça aussi, parce que quand tu vas sur place payer en cash, c'est comme chez nous. Des fois, c'est pas accepté. Hein, Ouais, c'est que chez nous, si tu arrives avec un billet de 1000 francs, on n'aime pas trop. La même chose, hein, à l'étranger, si tu arrives avec des coupures de 200 ou de 500 euros, ils aiment pas trop. Souvent, comme tu le dis, c'est pas du tout accepté. 100 euros, c'est déjà presque limite, beaucoup. Ouais. Donc, contente-toi plutôt de coupures de 20 ou de 50 euros quand on parle, là en l'occurrence, des euros. Si tu dois retirer de l'argent à l'étranger, il y a ces nouvelles banques comme Revolut, qui est la plus connue, qui est très prisée par les jeunes. C'est vraiment imbattable parce qu'ils n'ont pas de frais, un taux de change avec très très peu de marge. Donc c'est vraiment la meilleure solution parce que si tu utilises ta carte de crédit classique pour retirer de l'argent à l'étranger, tu as toujours d'immenses frais, des frais de traitement, un taux de change qui n'est pas forcément favorable. Utilise plutôt à ce moment-là ta carte de débit. Pas ta carte de crédit, mais ta carte de débit qui va t'offrir effectivement des conditions beaucoup plus intéressantes. Tu peux aussi, si tu vas à l'hôtel à l'étranger, tu peux aussi négocier avec l'hôtel de lui dire je vous paye en cash plutôt qu'en carte de crédit. C'est comme partout. Quand tu payes en cash, tu n'as pas les frais de traitement, les frais de carte de crédit ou des choses comme ça. Donc souvent, l'hôtelier, il sera d'accord de te dire je vous fais une petite ristourne du moment que vous me payez effectivement en cash. Donc renseigne-toi avant et à ce moment-là, embarque le cash avec toi. C'est toujours ça de gagner. Pour payer ta note d'hôtel par exemple. Ouais. Et puis, une dernière chose, et ça c'est le conseil le plus important parce que on se pose à chaque fois la question. Quand tu payes avec ta carte de crédit à l'étranger et qu'on te présente le terminal, des fois tu dois choisir, on te demande de choisir est-ce que tu veux payer en francs suisses ou avec la monnaie locale. Et tu sais jamais quoi faire. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je croyais qu'il fallait prendre en francs suisses. Comme ça, tu avais le montant qui était affiché, puis tu savais exactement ce que tu allais payer. Or, c'est faux. Il faut choisir systématiquement la devise locale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en réalité, c'est que la banque locale qui travaille avec le restaurateur ou la boutique où tu fais ton achat, c'est la banque locale du commerçant. Elle fixe un taux souvent avec de la marge, beaucoup de marge. Et toi, tu t'en rends pas forcément compte. Et en réalité, oui, tu vois le montant en francs suisses qui s'est affiché, mais il se trouve que si tu choisis plutôt la monnaie locale, le taux de change qui va être appliqué par ton émetteur de carte de crédit sera beaucoup plus avantageux. Donc, tu vas payer moins cher. Donc, important, notez-le dans un coin de votre tête. Monnaie locale. Quand vous payez à l'étranger avec votre carte de crédit, il faut toujours choisir la monnaie locale. Des fois, on ne te le propose même pas. Donc, c'est d'office la monnaie locale. Mais si on te donne le choix, choisis toujours la monnaie locale. Et si on parlait basketball ? 100% basket, 100% roman, 100% David Glazer. C'est le dernier Swish de la saison et c'est avec David Glazer, notre spécialiste basketball. Salut David. Salut Philippe. Alors mon cher David, pour cette dernière chronique de l'année, tu nous proposes une rencontre avec un portrait plus précisément, et celui de Nicolas Reichen, âgé de 41 ans, qui travaille au cœur du mouvement olympique à Lausanne.
C'est qui ce gars en fait? Eh bien, ce gars, c'est un jurassien bernois de Bévillard qui a grandi avec un ballon de basket entre les mains dans les salles de Moutier, entre autres. Un gars qui a la compétition chevillée au corps, le basket, mais aussi le hockey avec le HCBN, club local, le foot avec la Seleção brésilienne, ça c'est plus exotique et lointain, parce que son père a vécu au Brésil et en a pris la nationalité tout simplement. Et puis, il y a Olympiakos, un club de basket du Pirée, le club de basket du Pirée, dont il est fan depuis qu'il a mis le pied en Grèce. Il n'a pas choisi ce club par hasard, c'est sa façon très personnelle à Nicolas de tisser un lien avec le pays où est né l'olympisme. Et justement, que fait-il au sein du mouvement olympique alors? Nicolas Reichen est Global Social Media Manager au CIO, au Comité International Olympique à Lausanne. Son terrain de jeu, c'est l'immense trésor d'archives du Comité International Olympique et il le fait vivre au présent sur tous les grands canaux du compte @Olympics, alors c'est-à-dire YouTube, Facebook, Instagram, X et TikTok, en plusieurs langues, dont le portugais qu'il maîtrise, avec une équipe de journalistes, une équipe plutôt internationale, on est quand même au CIO. Ce qui le distingue, c'est une vision très pragmatique de son métier. Il observe les tendances qui montent sur les réseaux, il les intercepte et il y glisse un récit olympique et il croise des légendes un peu au quotidien, en chemin, là-bas à Lausanne-Vidi. Il m'a raconté comment il avait préparé une interview de Carmelo Anthony au JO de Rio. C'était ses premiers JO d'ailleurs, donc tout un symbole au Brésil. Et comme il a côtoyé encore récemment des figures comme Pau Gasol, double champion NBA, grande star avec les Lakers, mais aussi avec d'autres clubs comme les Spurs. Il a 2 titres NBA ce gars avec les Lakers en 2009 et 2010. C'est aussi une star de l'équipe nationale espagnole, mais maintenant il est à la retraite et il s'occupe de dossiers olympiques. Mais il raconte tout ça, Nicolas, sans esbrouf, avec l'étonnement sincère de quelqu'un qui n'a jamais cessé d'être un gamin qui aime le sport. Et en dehors du CIO, il est toujours sur le terrain, c'est ça? Et oui, toujours poste 4, ailier fort, voire de temps en temps intérieur quand l'équipe le demande, en 3e ligue cantonale à Romanel-sur-Lausanne, donc canton de Vaud. Et il est aussi coach des entraînements. Et là, Nicolas est ce qu'on appelle dans le jargon un glue guy, un joueur de Lyon, je ne sais pas si on peut traduire comme ça. C'est celui qui s'intéresse autant aux autres qu'à sa propre performance, qui distille les conseils, qui construit l'équipe dans la durée. Un clubiste aussi dans l'âme, il a 2 enfants. Et le mot transmettre revient souvent dans sa bouche avec une sincérité qui ne se fabrique pas. Merci David Glaser pour ce portrait particulier de Nicolas Reichen. C'était la dernière de Swish. Dis donc, on se retrouve très bientôt j'espère. Merci à toi Morak, c'était tout un symbole de terminer avec Nicolas Reichen, puisque ça fait plus de 10 ans que je le connais, donc c'était un peu logique de terminer avant l'été sur cette chronique. Merci pour ta confiance tout au long de cette saison. Swish, c'est une belle aventure pour moi et c'est une vraie chance de pouvoir parler de sport autrement avec toi, avec ton équipe. Je souhaite une belle saison d'été, je dirais belle fin d'année scolaire à tout le monde et on se retrouve j'espère dans les prochains mois 2026-2027 avec des belles histoires dans la raquette and the paint. Swish. Excellente journée, bonne matinée, merci d'être là. On parle bande dessinée, on va pas se gêner avec Pal de Gomme qui est avec nous. Bonjour Pal. Mais bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Découvrez le monde de la BD avec Pal de Gomme. On parle de quoi aujourd'hui? Alors je vous parlais d'un diptyque, ça s'appelle Les Griffes du Gévaudan, ça vient de sortir aux éditions Glénat. C'est Sylvain Runberg au scénario et Jean-Charles Poupard au dessin. Ouais. Et c'est vrai que je suis très content de vous parler de cette bande dessinée parce que c'est carrément le scénariste Sylvain Runberg qui m'a dit qu'il fallait que je m'approche de cette série parce que moi je suis un grand fan du Pack des loups, de tout ce qui se passe avec les loups de Gévaudan. Et c'est vrai que je suis très content qu'il fasse découvrir sa série. Ouais. En fait, ça se passe, c'est-à-dire en 1765 Ah oui, en PET. C'est un petit peu Ouais, plus ça- vieux alors, ouais, quand même. Oui, c'est un peu plus vieux, voilà. C'est François-Antoine qui est envoyé par le roi de France pour chasser le monstre du Gévaudan et il est accompagné par son fils et il doit vraiment mettre fin en fait au véritable massacre. C'est vrai que les habitants sont victimes et sont massacrés et même tués
tué dans d'atroces souffrances par un étrange animal et qui est vraiment inconnu. C'est-à-dire qu'au départ, tout le monde pense que c'est les loups. Donc c'est vrai que les loups au Gévaudan ont toujours vécu avec les hommes. Donc il y a des battues pour tuer les loups. Et même après la mort des loups, il y a toujours les massacres qui se passent dans les villages. C'est-à-dire qu'aussi bien des villageois sont massacrés et comme par hasard, en fait, les riches bourgeois ne sont pratiquement pas touchés. Donc, on ne sait pas ce qui se passe par rapport au Royaume de France. Mais en fait, c'est vrai que c'est impressionnant parce que la traque va continuer. Et puis, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est sur 2 albums, ça va vous paraître diptyque. Et ils vont vraiment chasser, en fait, et trouver la bête. Et c'est vrai que moi, ça m'a vraiment fait penser à un film qui s'appelle Le Pack des loups, qui était sorti en 2001. Un film qui était de Christophe Gans, où on avait justement Vincent Cassel, Samuel Béant et même Monica Bellucci. Et dans cette bande dessinée, ce qui est génial, c'est qu'en même temps, moi, je ne vais pas vous raconter la fin, mais c'est vrai qu'on s'approche beaucoup de la bête, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est comme animal, et en même temps, on suit une histoire de famille. Et puis, c'est vrai que c'est assez magique. C'est vrai que c'est une belle bande dessinée pour tous ceux qui sont fans en fait de fantastique et de monstres et de légendes, surtout la légende en fait par rapport au Gévaudan et ses loups. Et la bande dessinée, je vous le rappeler, s'appelle Les Griffes du Gévaudan. C'est sorti aux éditions Glénat. C'est Sylvain Rollberg au scénario et Jean-Charles Poupard au dessin. Eh bien, merci pour cette autre bonne beaucoup de cœur que tu nous proposes une fois de plus dans l'émission. Merci mon cher Pal, on te souhaite un bel été. Oui, merci pareillement. Et merci pour tout et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, je l'espère. Les sujets de Mike Perez. Mike Perez, on parle de quoi maintenant? Je sais pas si tu as prévu de partir en Sardaigne en vacances cet été. Pas cette année. Non, pas cette année. J'adore la Sardaigne. Hein. Il y a une plage, tu vas voir, qui est un peu spéciale parce que t'as pas le droit d'y aller avec ton parasol. La chronique des Mike. Pas de parasol pour une plage en Sardaigne. Comment on fait pour se protéger du soleil Alors ça, c'est une bonne question. La plage de Punta Molentis à Villasimius, c'est sur la côte sud-est de l'île, eh bien, elle a instauré une nouvelle règle depuis cette année, c'est que tu n'as pas le droit de venir avec ton parasol, c'est pour préserver le paysage. Seules les familles avec des enfants de moins de 10 ans ou des personnes de plus de 65 ans ont droit d'installer un parasol, mais un seul par famille, donc un seul par enfant ou par personne âgée. Bizarre. Alors, c'est pas très malin effectivement en termes de protection solaire, hein, puisque on le sait, hein, on est plutôt censé se protéger, ne pas s'exposer comme ça de plein fouet au soleil. Alors tu me diras, t'as qu'à mettre des habits longs, anti-UV et tout ça. Mais disons, c'est pas pour s'habiller. Voilà, on n'est pas à la plage, on va pas aller à la plage en moon boot et puis en combi de ski. Ouais. Donc, forcément, la réaction, notamment sur les réseaux sociaux, était assez marrante. Il y en a qui se sont dit, est-ce que je dois louer un enfant ou une personne âgée pour pouvoir aller à la plage avec un parasol? Tu te rends compte. Faut que tu prennes tes grands-parents avec. Non. Donc, effectivement, c'est vrai que de manière plus sérieuse aussi, il y en a quand même qui ont dit, mais attention, je veux dire, c'est dangereux. T'as pas de parasol, tu peux pas te protéger, t'as des risques non seulement de coups de chaleur, mais évidemment le cancer de la peau, sans cette protection qui est primordiale. Hein. Alors la commune, elle invoque la protection de l'environnement puisque la plage rouvre après une fermeture de près d'1 an suite à un incendie d'origine criminelle l'été dernier. Et puis la zone, elle est classée comme espace de conservation. Donc l'objectif, c'est de limiter l'impact humain et d'assurer la protection de ce patrimoine pour les générations futures. Mais voilà, je pense que ça va faire jaser. J'espère juste que d'autres n'en prendront pas de la graine. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, si tu vas à la plage, parce qu'en plus de ça, j'ai oublié de préciser, tu dois payer pour aller sur cette plage. Tu dois payer 10 € pour aller sur cette plage. Ouais, c'est même Normalement, une plage, c'est censé être libre d'accès ou comme ça. Donc déjà là, tu dois payer. En plus, tu peux pas prendre ton parasol. Donc, allez ailleurs. Ouais. Trouve-toi une plage gratuite et où tu peux aller avec un parasol et tu passeras de meilleures vacances. Franchement, le parasol, c'est pas un problème. Il ferait mieux de punir ceux qui laissent des mégots et du chenille. Par exemple. Ça, c'est beaucoup plus emmerdant et beaucoup plus néfaste pour la nature que les parasols. Alors, complètement d'accord. Je suis un peu con, quand même. Je dis ça, je dis rien, voilà. Mais j'aime beaucoup la Sardaigne, cela dit. Il y a de très belles plages. De vacances. En Suisse romande, en DAB+.
Vanny. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Vanny, elle va bien sûr nous parler de vin dans quelques secondes. De Vanny. La chronique de Vanny. On parle de vin, oui, mais on parle de quoi précisément, Vanny, aujourd'hui? Une bonne nouvelle Philippe, dans le monde du vin, ça fait du bien, non? Ah bah oui, on aime les bonnes nouvelles. Et une vraie bonne nouvelle. Ah encore Alors- mieux alors. Je vais commencer un peu de façon négative, mais bon, Aïe. il faut que je situe les choses. Selon un article de la RTS, on le sait, hein, on en a déjà entendu beaucoup parler, les Suisses boivent moins de vin, Oui. certes, mais la consommation globale continue donc de baisser, environ de 3,3% l'an dernier. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Suisses boivent plus de vin suisse. Ah, Plus 2,3% pour le vin helvétique. Donc c'est une super nouvelle. oui. Une part de marché qui remonte donc à 37,5% en Suisse pour le vin, pour la consommation. Autrement dit, on boit moins, mais mieux. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Surtout, on boit local. Dans le même temps, les vins étrangers reculent fortement, jusqu'à moins 6,4%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? une prise de Peut-être- conscience. Exactement. Peut-être Ouais. que nos messages commencent à passer. Va savoir. Je t'avais dit qu'on était écoutés quand même. Voilà, je le savais, bravo. Ça veut dire que aussi doucement, quelque chose est en train de changer. Le consommateur suisse devient plus attentif, plus curieux, plus engagé aussi. Il a compris qu'il devait sauver et soutenir les vignerons suisses. Alors il ne cherche plus forcément à consommer plus, mais à consommer avec du sens. Et ça, c'est une vraie opportunité pour les vignerons, parce que le vin suisse a toute une diversité incroyable de cépages uniques, on en a parlé plein de fois, des terroirs spectaculaires, pardon. Et il manquait peut-être une chose aussi, c'est le fait que ce soit choisi consciemment par le consommateur. Et ça a l'air de devenir le cas. Donc ce serait peut-être un vrai tournant pour l'histoire du vin suisse qu'on est en train de vivre. Le vin est en train de passer d'un vin d'habitude à un vin par conviction. Donc c'est une très très jolie nouvelle. Bon, on va pas non plus s'emballer, le marché reste fragile, les volumes baissent, mais cette progression de vin suisse dans un marché en recul, c'est un signal fort, c'est un signal très fort, et ça signale que la qualité, l'identité et le local peuvent encore faire la différence. Donc voilà, une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Enfin, une bonne nouvelle pour nos amis vignerons qu'on salue bien sûr au passage. Merci pour cette bonne nouvelle. J'espère que vous en avez d'autres durant cette semaine à nous annoncer des bonnes nouvelles. On va tout faire pour. On va tout faire pour. Merci Vanny, on vous retrouve évidemment également sur votre podcast. Le podcast La Goutte qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. Et évidemment sur Formida+. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Bonjour Knut. Bien le bonjour. Partez à la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Nous sommes à Fribourg. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un restaurant qui est très discret. On en entend peu parler, mais c'est une excellente table. C'est un peu caché, c'est dans une ruelle, ça s'appelle La Seine, c'est en plein centre-ville. La Seine, qui a quand même 7 sur 20 en Gomio, donc c'est pas la dernière adresse à oublier, au contraire. Ouais. Et il y a là un chef qui s'appelle Mohamed Azeroual, qui est là depuis 2014 et qui fait une cuisine ciselée, raffinée, des très beaux plats artistiques. Et quand je dis artistique, c'est vraiment c'est du très très beau travail, c'est très raffiné, c'est très bon. Il faut dire que le cadre s'y prête, le restaurant est extrêmement élégant, il y a des œuvres d'art un peu partout, il y a un patio avec un olivier, il y a une cave qui est superbe avec d'une part elle est belle à voir parce qu'elle est on la voit à travers une vitre, d'autre part ce qu'elle contient est très beau aussi, donc il y a de quoi se réjouir aussi côté vin. Et puis il y a pour les amateurs aussi une cave à cigares, enfin même un fumoir à cigares, donc c'est un établissement très complet, très beau, c'est au centre-ville. Et puis eh bien il y a des soirées accords, mets et vin, et tous les autres jours eh bien on mange des menus absolument remarquable. À midi, un menu plus léger qui vaut vraiment le détour. Mohamed Azeroual fait un très très beau travail à la Seine. Donc, si vous ne connaissez pas encore la Seine, faites-y un petit tour. Le spectacle est fantastique. Ah, joli. La scène, le spectacle. Ça s'écrit comme la scène, comme une scène Comme de la spectacle. scène, Voilà, exactement. très Oui, bien. tout à fait. Ça n'a rien à Ouais. voir avec le fleuve, évidemment. Très bien. Non. C'est noté. Ça se passe du côté de Fribourg.